Bonjour, bonjour. Nous sommes en compagnie de notre ami Ressus, que vous voyez également avec son chapeau. Donc Ressus l'Indien. Bienvenue à tous. Est-ce que vous nous entendez bien? Ressus, est-ce que tu peux te présenter rapidement pour vérifier que tout le monde t'entend bien? Buenas tardes en Francia, buenos días en México, bonjour, comme on dit en français. Je vais essayer d'exposer un petit peu votre langue. C'est pas ma langue d'origine, mais moi, c'est une langue que j'aime beaucoup. Il n'y a pas que la langue. Donc, un bonjour et une bienvenue à cette petite conversation sympathique. Bonjour à tous. Alors, on nous dit qu'on t'entend un tout petit peu moins bien, Ressus. Est-ce que tu peux peut-être approcher ton petit micro? Ok, peut-être comme ça, vous allez mieux m'entendre, parce que le micro, il est loin. Vous savez, les Indiens, on n'est pas très familiarisés avec la technologie. Mais heureusement, aujourd'hui, grâce à la technologie, on arrive à se contacter comme ça. Exactement, exactement. Un gros bonjour à tous. On arrive à se connecter même en période de confinement et ça nous permet de partager de bons moments finalement, de continuer à se cultiver. Donc c'est vraiment chouette. Bonjour à tous, bonjour Hélène, bonjour Élise, Patricia, Nicolas, Marina, bonjour à tous, bienvenue. Bonjour Léonard. On a bonjour de Léonard depuis l'Italie. Donc on a des gens vraiment de partout là aujourd'hui. Ah, no, l'Italie, mi piace molto parlare italiano. Io capisco italiano, poco italiano. Nous avons un sacré personnage, hein, Ressus, et vraiment polyglotte, passionné. Donc, on l'appelle Ressus l'Indien. Hein, vous comprendrez pourquoi. Il peut pas renier ses origines. Il en est fier de son bagage historique. Il a le sang indien qui coule dans ses veines et c'est vraiment agréable parce que qui de mieux qu'un Indien en plus qui a vécu 17 ans avec une Française pour nous parler des différences culturelles entre la France et le Mexique. Pas vrai, Ressus? La différence, elle est quand même assez grande, hein, mais il y a aussi quand même beaucoup de choses similaires. Donc, on va découvrir des petites choses sympathiques en parlant donc de différentes régions autant du Mexique et pourquoi pas de France. Hein. Bon, c'est chouette. Du coup, pour une rapide présentation de Ressus, donc Ressus est un guide depuis 28 ans, grande expérience, c'est un grand passionné de l'histoire. Donc vraiment, n'hésitez pas à lui poser plein de questions si vous voulez creuser sur certaines origines culturelles. Il a vécu avec une Française pendant 17 ans. Ses enfants sont franco-mexicains. Donc vraiment là, on a un parfait, la personne parfaite pour nous parler des différences culturelles, le thème qu'on va aborder aujourd'hui. Pour les personnes dont c'est la première fois qu'ils se connectent, je vous explique rapidement l'outil avant de donner la parole à Ressus. Donc du coup, en fait, toute la visite, vous allez voir une présentation qui va se présenter en fond. Ensuite, on va ajouter un petit peu de visite virtuelle au sein de la visite. On va voir une session de questions-réponses avec Ressus à la fin. Donc en fait, quand on va ouvrir la session de questions-réponses, on va afficher en grand sur l'écran vos questions que vous pourrez mettre dans la barre de chat. Si jamais vous avez des soucis techniques pendant la présentation, des bugs de connexion, etc., n'hésitez pas à contacter Élise. Vous avez reçu normalement son numéro de téléphone par mail et elle est connectée là à la présentation, donc elle est aussi disponible sur le chat. Je pense notamment si vous avez des problèmes de son ou des problèmes de connexion, elle sera là pour vous aider si vous avez des soucis. Et ensuite, nous avons aussi une partie enquête où nous, ça va être à notre tour de vous poser des questions. Donc voilà, une fois que vous allez voir les questions s'afficher à l'écran, donc c'est sous forme de choix multiples, vous pouvez vraiment interagir avec votre écran. Donc vous pouvez sélectionner les réponses qui vous semblent justes et nous, après, on regardera les pourcentages de réponses et on les commentera avec Ressus. Voilà, bon, mais maintenant, je me tais, je laisse la parole à notre expert Ressus qui va nous présenter un petit peu les divergences et aussi les similitudes des cultures françaises et mexicaines. Voilà, merci de la présentation. J'avais l'impression que la cheville commençait à gonfler un petit peu, mais je suis content de pouvoir participer dans cette rencontre de deux pays si loin, mais en même temps si proches. Donc, c'est avec un grand plaisir qu'on sera à parler depuis l'arrivée des Français
au Mexique et puis les racines qu'ils nous ont rapportées, côté historique, culturel, musical, etc. Voilà, c'est vraiment un, un plaisir être avec vous et partager ben, un petit bout de ma matinée et un petit bout de votre après-midi. En tout confort, malgré le confinement, comme on disait, ben, heureusement, l'amitié et l'amour ne sont pas confinés. Donc, on va commencer, on va s'efforcer à découvrir nos pays autant un que l'autre et pouvoir partager à la distance quelque chose qui nous semble si proche. Super. Bon, on commence peut-être par une petite question là pour les personnes qui sont présentes aujourd'hui. C'est vrai, hein? Alors, on a deux petites questions pour commencer la visite, des choses qui nous intéressent de savoir sur vous. Donc déjà, de quelle région de France êtes-vous originaire? Voilà, parce que même au sein d'un même pays, finalement, on peut avoir des différences culturelles. Et la deuxième question, quel couple a été envoyé par Napoléon III au Mexique en 1862? Est-ce que c'est Maximilien et Charlotte? Est-ce que c'est François-Joseph Ier et Sissi? Est-ce que c'est Marie-Antoinette et Louis XVI? Ou est-ce que c'est Marie Stuart et Henri II? On vous laisse 2-3 petites minutes pour répondre. Et ensuite, Ressus nous présentera les résultats et nous parlera un petit peu plus de Maximilien. Je vous ai aidé sans le Voilà. vouloir, tiens. Voilà. Ouais, Ça, c'est mon tu défaut, je m'avais parle aidé, trop. tu m'as même aidé à moi, mais bon, c'est pas grave. Tant mieux que nous sommes Pour ceux qui ne le dans un connaissent pays pas libre. maintenant. Maintenant, je comprends tout à fait ce que c'est la liberté d'expression, maintenant. Alors, voilà, voilà, je commence à voir plus ou moins ici. Bon, on voit les gens qui vont cliquer sur Donc là, le vous bon pouvez bouton. choisir. Ouais, là, vous pouvez Choisissez. choisir. On va arrêter le vote. Hop. Eh ben, eh ben, eh ben, eh ben. Ok. Donc, il y a pas mal de gens du Nord. Il y a quelques gens de Nord-Est. Ah, beaucoup de Bretons. Nord-Est. Ah, il y a la... Ouh, la Bretagne, ça me donne souvenir, ça. Il y a pas mal de la bande cidre, des bonnes crêpes par là-bas. Du centre, voilà, un petit peu plus bas que la Loire, voilà, la Haute-Saône, Dijon et compagnie. Bon, Lyon, on va parler à grosso modo. Et le sud-ouest. Le sud-ouest, c'est quoi? C'est plutôt direction vers Bordeaux, c'est ça? Bon, Ouais, on va Bordeaux est commencer. plus au sud jusqu'au Pays Basque. Voilà, au Pays Basque, on peut y aller jusqu'à là-bas. C'est très bien. Voilà, il y a des très bons rouges là-bas, il me semble. C'est ça, tu as de bonnes Euh, références. Ah oui, alors, dans la deuxième question, bravo, bingo, hein, c'était bien Maximilien et Charlotte qui ont été envoyés donc, pour représenter la couronne franco-autrichienne, notamment les Français évidemment, pour établir ou installer l'empire de Maximiliano de Habsbourg et Charlotte, la fille du roi Léopold. Voilà, voilà, merci. Ça se voit que vous êtes bien renseigné de la petite conversation que nous allons voir aujourd'hui. Est-ce que vous m'entendez toujours bien? Parce que moi, je n'ai pas l'habitude de traîner mon micro là, dans, dans ma, dans ma main. Est-ce que ça va? Ils t'entendent très bien, Ressus, apparemment. Voilà. Alors, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Moi, je suis content de pouvoir continuer à parler. Voilà, nous avons ici un petit, on va dire, une petite carte sympathique de la ville de Mexico, donc avec ces deux volcans en bas, un petit lac et différents monuments qui sont assez représentatifs de Mexico et ses alentours. Donc, il y en a certains qui ont quand même une influence, je dirais, presque 100% française. On va le découvrir tout à l'heure quand on y parlera et on abordera d'autres sujets. Super. Donc maintenant, tu vas nous parler de Maximilien et Charlotte, c'est ça? C'est le couple emblématique qui a été envoyé par Napoléon pour vraiment régner sur l'empire du Mexique, c'est bien ça? Voilà, voilà. C'est effectivement, il y a eu plusieurs migrations des Français au Mexique.
par différentes raisons. Voilà le couple mythique même dans le pays, parce que c'était un couple qui était beaucoup aimé par beaucoup de Mexicains, pas trop aimé par certains d'autres qui ont fait des choses qu'on va raconter tout à l'heure. Donc, à l'arrivée de ces plusieurs groupes de gens, par exemple même pas loin de la Bretagne, il y a des gens qui sont débarqués au Mexique, des Pyrénées aussi, des Pyrénées orientales, ils sont débarqués au Mexique, de la Lorraine, des Dijon, etc. Bon, pas mal de régions. Par contre, à niveau historique, c'est Maximiliano et Charlotte qui vont marquer une étape très importante dans le 19e siècle au Mexique. Donc, un couple impérial arrive au Mexique vers les années de 1862, donc au 19e siècle, avec un glamour évidemment tout à fait royal, que ça s'est partagé un tout petit peu, qui était même un petit peu différent de la royauté espagnole à laquelle on avait été plus en contact par des raisons de logique après la conquête hispanique sur le territoire mexicain. Donc 3 siècles plus tard, c'était l'arrivée donc de nos compatriotes français, dont Maximilien et Charlotte. Super. Et pourquoi ils ont été envoyés raconte-nous peut-être un peu plus l'histoire, un petit peu comment ils se sont rencontrés et comment ils sont arrivés à atterrir au Mexique comme ça du jour au lendemain. Il y a eu une convocation d'avoir une représentation de la couronne française aux franco-autrichienne, dans laquelle l'archiduc Maximilien et la fille du roi Léopold, qui étaient déjà mariés évidemment, ils ont été choisis pour représenter donc cet pouvoir à l'extérieur des royaumes déjà cités. Donc ça, c'était l'arrivée qui, effectivement, à l'arrivée au Mexique, ils en avaient eu la bienvenue, sauf que on a eu à l'époque un président, le seul président d'origine indienne pure que le Mexique il a eu dans toute son histoire, qui s'appelait Benito Juárez, et qu'évidemment il avait certains reculs après les étrangers à propos d'une histoire, je vais dire quelque part normale, d'une souffrance sociale depuis l'indépendance mexicaine de l'Espagne en 1810. 1846-1847, c'était l'intervention américaine, donc on a perdu plus de la moitié du territoire. Benito Juárez, quand il était arrivé au pouvoir, il prenait en compte que les étrangers voulaient faire de mal. En fait, ils ne se sont pas très bien compris à l'époque. Autrement, on aurait été encore suivi sur la culture et l'ordre français dans ces cas-là. Et d'ailleurs, petite anecdote, Charlotte, c'est la belle-sœur de Sissi l'impératrice. Donc vraiment, Charlotte, c'était un personnage de ce que j'ai compris, vraiment une personne ambitieuse. C'est elle qui voulait vraiment régner, gouverner, avoir un rôle en tant qu'impératrice. Au contraire de Maximilien, non, Maximilien, il était un peu plus rêveur. Il n'avait pas forcément de grandes ambitions. Il n'avait pas forcément envie d'ailleurs d'aller au Mexique, non, à l'époque. Oui, il faut dire que Charlotte avait quand même une vision d'expansion soit d'un royaume, mais il faut quand même dire que c'était des hommes, des couples assez cultivés. Ils sont venus avec des intentions splendides. Le problème, c'est que nous, au Mexique, on a eu un passé assez dramatique. On était à peine, même pas une vingtaine des années, qu'on avait perdu plus de la moitié du territoire. Si bien aujourd'hui, pour ceux qui ne connaissent pas la géographie du pays, le Mexique, c'est un pays qui est fait aujourd'hui une superficie presque 4 fois plus grande que la France. Imaginons un Wow. pays 4 fois plus grand que la France, mais qui à l'époque des Maximiliens, quand il était arrivé, on avait déjà perdu plus de la moitié en 1846 et 1847. Donc nos territoires, il était facile 10 fois plus grand que le territoire français. Donc le royaume qui représentait la puissance économique, plus la vision de Charlotte, plus l'appui de la couronne franco-autrichienne, c'était carrément le paradis sur terre. Voilà. Bah ouais. Et comment Charlotte, justement, elle a influencé les femmes mexicaines à son arrivée? Est-ce qu'elle a eu un impact? Est-ce qu'elle a inspiré les femmes au Mexique par son style, par son élégance? Oui, oui, oui. À l'arrivée de ces personnages, ils sont, ils sont marqués à la vision
des citoyens, parce qu'évidemment, ils formaient partie des notables. Et qu'est-ce qu'il passait? Ben, on voit par exemple ici, à l'écran, un exemple d'une image de Charlotte, donc 19e siècle, et nous avons vers la gauche une autre image d'une fille, une demoiselle, qui a une âge de 15 ans et qui a tout à fait le même principe de pouvoir montrer un glamour, une élégance. D'ailleurs, c'est une fête qui est très, très importante dans le pays, que ça s'est fait depuis le 19e siècle jusqu'à nos jours, précisément pour imiter l'importance d'une femme surtout. Par contre, nous, les hommes, on n'a pas trop de fêtes. Nous, on doit se contenter juste au repas et à boire des bons tequilas et des bons mezcal. Et sinon, c'est que les femmes qui vont attendre, c'est une des fêtes plus importantes pour les femmes dans le pays, dans toutes les couches sociales. Donc, dans la haute société, la classe moyenne et la classe pauvre. Mis à part la classe à laquelle on appartient, c'est que la fille, elle va attendre, fêter ses 15 ans pour montrer qu'elle a quitté son titrage de petite fille. Vous voyez comment chez vous, chez nous, c'est pareil. Il y a des filles qui commencent à devenir un peu rebelles à l'âge de 15 ans, surtout plus aujourd'hui. J'y sais en connaissance des causes parce que moi, j'ai une fille, elle a 22 ans, donc elle est plus tranquille que quand elle avait 15 ans. Alors, donc, c'est la fille qui attend le passage des petites filles à devenir une demoiselle et pouvoir accéder à notre niveau social, mais aussi en même temps avoir des obligations sociales, morales et spirituelles, émotionnelles même dans la famille. Donc, elles deviennent déjà, il faut fêter ça d'une manière, on va dire, quasiment royale. Et donc, ils sont des siècles à regarder encore la façon de se présenter. Ça, c'est une robe de quinceañera, donc de la fille qui fête les 15 ans, mais que ça s'est fait depuis l'époque jusqu'à nos jours. Hein. Par exemple, aujourd'hui, c'est samedi. Aujourd'hui, il y aura plein de filles. Enfin, peut-être plein de filles, parce que nous, on est un petit peu confinés aussi, mais quelques réunions pour les filles qui vont fêter ces 15 ans. Voilà. Ça, Oui, c'est un peu voilà. d'influence. C'est super intéressant, ça, comme tradition, vraiment de fêter le moment où on passe femme, finalement, à 15 ans. Ça s'appelle la quinceañera, pour ceux qui posent la question. C'est vraiment une fête très visible au Mexique. C'est vraiment, on met en lumière vraiment la jeune fille de 15 ans avec des grandes robes. Et elle est toujours accompagnée, d'ailleurs, de jeunes garçons autour d'elle, hein, parce qu'elle est toujours accompagnée. Et d'ailleurs, ils dansent la valse, non? Pour encore une inspiration française, ils dansent la valse pour ouvrir un petit peu la cérémonie de la quinceañera, non? Tout à fait, tout à fait. Ça, c'est la partie, on va dire, euh, de la, de la racine de la culture, de dire, voilà, si nous allons faire une fête magnifique avec une robe, que ça coûte peut-être pas pareil que la robe de Charlotte, mais que nous allons faire pour ouvrir et voir que la fête, ça va commencer, la fille va danser avec un grand amour la valse avec son père et la danse avec les parrains, parce que tout le monde participe dans cette fête. Donc, elle va trouver toujours des parrains qui vont participer pour acheter les parrains de liqueurs, par exemple. Voilà, il y a des gens qui vont acheter des caisses du vin ou des caisses du tequila, des caisses de bière. Il y a qui vont acheter, qui vont payer la musique. Ça, on appelle les parrains. Et en dansant la valse, elle commence d'abord avec son père, plus tard avec les parents. Et quand elle va commencer déjà la fête avec ses chambellans, pour ses compagnons d'honneur, et aussi ses filles d'honneur, que c'est ses meilleures copines. Par hasard, par coïncidence, par miracle, je dirais par côté naturel, c'est que le chambellan qu'elle avait choisi, c'est généralement son petit copain. Donc, l'histoire l'histoire d'amour, c'est toujours pareil. Autant en France qu'au Mexique, il y a toujours, voilà, qui c'est lui? Ben, c'est mon chambellan. Ah oui, mais c'est ton petit copain après. Voilà. Merci pour la petite anecdote. Du coup, pour revenir à Maximilien et Charlotte, ils vivaient où au Mexique pendant leur empire? Quand ils sont arrivés, Maximilien et Charlotte, évidemment, tant que gens de
de la noblesse. Euh, Ils sont arrivés d'abord se faire réceptionner, rien d'autre qu'au Palais National, qui aujourd'hui, c'est la résidence. Voilà, on voit dans cette image le Palacio National, c'est l'Élysée français, on va dire. C'est aujourd'hui la maison présidentielle. Notre actuel président, Manuel López Obrador, c'est sa résidence, parce qu'il a pas occupé, depuis 2 ans qu'il est au pouvoir, il n'a pas occupé l'ancienne résidence qui est à côté du musée d'anthropologie et du château de Chapultepec, qu'on verra plus tard, que c'est la résidence, c'était la résidence officielle appelée les Sapins, mais Bah, c'est que bien. c'était une honte on va dire, des glamours, de l'architecture, etc. Donc, Monsieur López Obrador, qui c'est un monsieur de gauche, évidemment, le président d'aujourd'hui, il décide de revenir dans le Palais national où il dispatche aujourd'hui la plupart des ministères, ils sont dans cette grande palais. Donc, le fameux palais national. Ils ont vécu quelques jours, quelques semaines dans cette palais, mais après, ils se sont aperçus que pas loin de là où ils habitaient, ils sont arrivés précisément à cette image que vous voyez, le seul château royal de l'Amérique. C'est bien aujourd'hui, il y a plein de châteaux qu'on peut parler de châteaux de l'Amérique centrale, l'Amérique du Sud. Celui-là, c'était le seul château qui était financé par la royauté, donc par l'empire le roi Charles Quint, qui va créer ces petits chapeaux à la demande de le monsieur le conquérant Fernando de Cortés. Mais il va être au même temps créé cette résidence secondaire au XVIe siècle sur une colline sacrée pour les Aztèques, qu'on les connaît, le mot Chapultepec. Les mots indiens, ils sont des mots composés. Chapul, ça veut dire sauterelle. Tepec, ça veut dire colline. Donc, ce château va être intégré dans une colline sacrée pour les Aztèques et que ils appelaient la colline sacrée la colline des sauterelles parce qu'à partir de là, ils en avaient une domination de la vallée centrale, donc de la vallée aujourd'hui connue comme Mexico City. Plus tard, ce château, il va devenir, parce qu'il n'a pas été très occupé, il va devenir un genre de hangar, d'entrepôt pour stocker tous les objets royaux, les armes, etc. Donc, c'était un petit hangar pour garder des choses, mais avec un cadre magnifique. Beaucoup plus tard, va devenir donc une maison, euh, une caserne militaire, une Une école école militaire. militaire. Tout à fait. C'est d'ailleurs ici où il y a eu la fameuse bataille contre les Américains. Évidemment que les Américains sont gagnés en 1846 et 1847, au moment dans lequel la signature, on va dire, repoussait la frontière del Rio Nausa aux États-Unis, beaucoup plus bas al Rio Bravo ou le Rio Grande, cette fameuse rivière de laquelle on parle beaucoup en France, par laquelle il passe des millions, je vais dire, hein, carrément, des Mexicains vers les États-Unis. Il y allait séjourner, visiter, rendre visite à notre cher ami Donald Trump, qui aujourd'hui, il n'est pas très content avec la quantité de Mexicains qu'il y en a là-bas. Mais bon, il ne veut pas tout sortir, hein, parce que là-bas, il y en a pas loin de 25 millions de Mexicains. Donc, il n'y a pas assez des avions ni des bateaux pour le faire revenir. En plus, il y en a une bonne partie qui sont déjà des gens qui ont leur papier. Voilà, donc grosso modo, ça Pour la c'était petite histoire. la, voilà, c'était l'histoire de comment quoi ces châteaux il étaient pris. Et une fois après cette révolte-là, des années 40, presque 20 ans plus tard, c'est quand Maximilien et Charlotte ils arrivent et ils vont aménager ça d'une manière exubérante. Ils ont vécu combien Vraiment, de temps, Maximilien et Charlotte, dans ce château? Combien de temps ça a duré à peu près leur empire au on va, Mexique et combien de temps ils ont on vécu va là? dire on va dire, leur passage idyllique. Parce que vraiment, c'était un environnement magnifique au 19e siècle. C'était un splendide château, tout à fait un art, comment ça s'appelle, une architecture éclectique.
Et un petit peu aussi, dans certains endroits, il y a un petit peu des traces de Renaissance, de baroque, etc. C'est composé de beaucoup de styles, mais dans l'ensemble, c'est un château fort qui est au sommet d'une colline. Et ils ont vécu ici son côté idyllique. 5 ans. 5 ans. 1862 à 1867. Ça, c'était une petite durée, presque la même période de l'étape gouvernementale française. Ils 5 ans sont de vie. pas, ils sont pas restés longtemps, ce couple. Ah, D'ailleurs, est-ce qu'on peut aller visiter à l'intérieur du château, voir un petit peu voilà, les ressemblances avec nos châteaux français? voilà. On Et est où ces là? On est dans châteaux-là, quelle salle? ça s'appelle, nous on l'appelle la salle de la Malachite. Mais dans la salle de la Malachite, on voit, entre autres, il y a plein de salles dans lesquelles il se trouvent exposés les carrosses, les calèches royales, etc. Mais dans cette salle, on y voit quand même une grande profondeur. On voit, par exemple, cette espèce de, nous on appelle des fontaines, mais en fait, ce n'était pas des fontaines, c'était plutôt des pédestals royales quelque part pour faire une décor. Comme nous, dans notre maison, de temps en temps, on met un objet qui fait allusion le glamour, la richesse, etc. Mais c'est fait en malachite. Alors, toutes ces vitrines que nous on voit au fond, au Nacajou, dans l'intérieur, il y a plein des objets qui sont des objets d'origine de l'époque de Maximilien et Charlotte, un tout petit peu avant, voilà, toutes ces petites vitrines qu'on y voit, parce qu'aujourd'hui, c'est converti dans un musée. Mais quand on voit la taille de la salle, là, c'est important à savoir comment est-ce que le château, il avait certains principes presque français aussi, d'avoir Mhm. des grandes salles et pouvoir montrer la dimension de la richesse et l'expression de la beauté de l'architecture même. Et on voyait des petites fontaines vertes. C'est ça la malachite, non? C'est cette pierre verte vraiment jolie. Exactement. La malachite, c'est une pierre qui a été autant vénérée pour les Indiens, Aztèques, Olmèques, Mayas et compagnie, parce que la couleur verte faisait allusion toujours à le côté éternel. Autant Mhm. que la malachite, une autre pierre qui est encore plus précieuse que la malachite, c'est le jade. Il faut savoir que Confucius, ces grands philosophes chinois, il disait en même temps, le jade, c'est la seule pierre avec une valeur culturelle et spirituelle. Alors, on peut donner de la valeur au jade jamais. Dans le même principe de la couleur verte, les tsars de la Russie donnaient une importance similaire au pouvoir, à la puissance, à la Mhm. malachite. Donc, évidemment, en passant de l'Europe de l'Est, puis la Russie jusqu'à des pays comme l'Autriche, la France, l'Allemagne, la malachite devenait carrément une pierre vraiment célèbre. Il faut dire que comme là-bas, il y a moins de jade, il y a plus de malachite. C'était beaucoup plus répandu et mise dans des salles comme ça. Regardez la dimension et la profondeur de salon. C'est Donc, il magnifique. faut savoir que dans tous ces salons, pareil que dans le château de Versailles, il y avait des petites réceptions, ce que nous appelons les petits comités, et que plus le nombre de personnes sont réduits, l'espace est plus grand. Que c'est le contraire, que quand on voit beaucoup de monde, les espaces semblent d'être plus petits. Et à partir de là, c'est pour ça que les grandes profondeurs, au fond, on arrive à percevoir ce que nous appelons la porte des Malachites, qui menait directement dans des autres chambres aussi royales, dans le château qui aujourd'hui, il conserve quasiment intact autant son patrimoine des objets qu'architectural de notre époque. Donc ça devient aussi une fierté à visiter dans le pays, en espérant qu'un jour, on va peut-être dans une autre conversation, passer faire un autre petit tour aussi sympathique de ce château. On espère. D'ailleurs, il a une vue, en plus de son architecture, il a vraiment une vue magnifique sur toute la ville de Mexico. Vraiment, comme il est en haut d'une colline, c'est vraiment, on a vraiment une vue
imprenable, vraiment sur toute la ville de Mexico et sur le parc de Chapultepec. C'est vraiment une très, très belle vue. Est-ce qu'on pourrait voir peut-être l'avenue principale d'ailleurs? Non, on voit Reforma, il me semble, un peu les Champs-Élysées mexicains depuis le château. Voilà, voilà. Là, en faisant un petit virage, nous allons apercevoir ici, voilà, exactement cette avenue-là que vous voyez dans la partie basse. Le château, il faut quand même dire qu'il est en altitude. La ville de Mexico, elle se trouve à 2200 mètres d'altitude et dans la partie haute du château, on est facile à 2350, donc entre 150 et 200 mètres plus haut, on a une domination totale. Et cette avenue-là, on va imaginer plutôt une avenue assez pleine d'arbres, telle que vous voyez la, l'image, hein. Tous ces buildings qui n'existaient pas évidemment à l'époque, aujourd'hui qui forment partie de la nouvelle architecture de la ville mexicaine, une ville très agréable à visiter. Cette avenue que nous voyons là, l'équivalent en importance aux Champs-Élysées français, c'était une avenue qui s'appelait précisément au 19e siècle l'avenue de la promenade de l'empereur, ou la promenade des empereurs. Donc, c'est par là où monsieur Maximilien et Charlotte, ils partaient direction Lufon pour joindre le fameux palais national que nous venons de voir dans des images précédentes et que c'était pour avoir la connexion toujours avec les gens qui dirigeaient le pays et puis évidemment Maximilien et Charlotte qui habitaient dans cet endroit-là. Ouais, une Voilà. magnifique avenue Reforma. Et d'ailleurs, comment s'est terminé cet empire de Maximilien et Charlotte? Comment ça s'est terminé? Alors, Maximilien et Charlotte, hein, une fois qu'ils ont vécu 5 ans, évidemment, il leur on peut rester un tout petit peu plus de temps, sauf que la, l'armée de Napoléon III, qui, qui a appuyé énormément cet statut impérial dans le pays, il commence avoir des problèmes en Europe, c'est-à-dire l'Autriche, l'Italie, l'Angleterre, par hasard, euh, l'Allemagne et la France, ils commencent à avoir des visions royales assez diverses. Donc, à ce moment-là, on va dire le gouvernement français peut revenir, remonter l'armée de Napoléon III, ce qui va aux Mexicains permettre d'être plus à l'aise pour dire à l'empereur de quitter le pays parce que dans la vision de le fameux personnage Benito Juárez Garcia, que c'était le président de l'époque, il y avait une vision que les étrangers n'apportaient pas beaucoup de bon au pays. Un exemple, les Espagnols, ils ont exploité 3 siècles le pays, de 1521 à 1810, que c'était donc l'indépendance de Mexique. Les Américains, de 1847 à 1846 à 1847, ils ont pris plus de la moitié du territoire. Les Français qui arrivent de 1862 à 1867. Donc, à ce moment-là, le président Benito Juárez, il disait, voilà, c'était peut-être pas trop le bienvenu, tandis que lui, il était un libéral et pas un conservateur, ce qui a fait qu'il a commandé, en fait, attrapé à rien d'autre qui représentait l'impérialisme, que c'était Maximilien. Pour le prévenir d'abord, mais Maximilien, il disait non, mais nous, on est là parce que lui, il était convaincu qu'il pouvait gouverner ces pays et pouvoir fonder le côté impérial de notre côté. Par contre, Benito Juárez, qui était aussi fort avec armée, avec beaucoup de militaires, du grand militaire, du grand général, Ignacio de Zaragoza, qui a vaincu l'armée française le 5 mai de 1862, on a gagné une bataille La contre fameuse l'armée bataille. plus puissante du monde. Par contre, on a perdu la guerre et on a été occupé 5 ans plus tard. Et après, c'était Porfirio Díaz, qui était un autre grand général de l'époque Et de du Benito coup, Juárez.
Du coup, Maximilien, en fait, voilà, sa vie a terminé au Mexique, à Querétaro, non? Il a été fusillé, c'est bien ça? Exactement. Querétaro, c'est une ville qui se trouve à 240 environ kilomètres vers le nord de la ville de Mexico, quoi. C'était la direction dans laquelle il y avait toutes les villes des minéraux. Donc, Querétaro, c'était une ville qu'on les connaissait comme la ville qui démarrait la trace de tout qui étaient les routes des minéraux, qui étaient assez cherchés évidemment depuis tous les siècles, même jusqu'à nos jours, hein. Et lui, Maximilien, il a vécu aussi là-bas, hein, à Querétaro, et comme il a fini ses jours là-bas à Querétaro, il a été exécuté dans une colline qu'on les connaît au Mexique comme el Cerro de las Campanas, la colline des cloches. Eh bien, alors là-bas, excusez-moi l'expression, mais ils ont fait sonner les cloches pour M. Maximilien, qu'il est mort. On voit une image à l'écran et il y a deux personnages qui appuyaient en même temps le, le séjour de Maximilien, mais qui ont Mhm. été aussi exécutés. C'est deux Mexicains. Il y a Miguel Miramón, et petit de l'autre côté, c'est Mejia. Donc, c'est deux généraux qui sont partis, pareil, hein, c'est eux qui les protégeaient, donc ils partaient aussi, pareil. Charlotte, elle n'était pas exécutée. Charlotte, elle a vu, comment ça s'appelle, comment ils ont exécuté à son mari, elle est devenue folle, ben, elle est répatriée en Europe, donc apparemment, je crois qu'elle est bien morte euh, folle, mais en Belgique. Ouais, de folie, hein. Elle n'a pas été fusillée en même Ouais. temps que Maximilien Ah non, à non. cette époque-là. Et du coup, tu nous parlais un peu de Porfirio Diaz. Donc, qui c'était Porfirio Diaz et quel a été son rôle un petit peu au Mexique et comment s'est relationné finalement avec la France? Alors, Porfirio Díaz, c'est un homme qui peut être assez adorable pour beaucoup de personnes dans l'histoire mexicaine, mais aussi détesté pour beaucoup d'autres personnes, évidemment, mis à part la tendance politique qu'on avait à l'époque. Mais il faut quand même savoir que Porfirio Díaz était un grand, grand personnage, une grande personnalité qui a traversé les frontières, parce que Porfirio Díaz était un général mexicain qui a même fait des voyages en Europe, notamment en France. D'ailleurs, Porfirio Díaz, à sa mort, il est mort en France parce qu'il était exilé, il est expulsé du pays, c'est la France qui l'a accueilli et il est enterré à Père-Lachaise, à Paris. Par contre, Porfirio Díaz, on voit cette image, donc en général, tout à fait, mais il ne faut pas rater, par exemple, ces expressions tout à fait indiennes. C'est une, comment ça s'appelle, entrée assez caractéristique des Indiens de Oaxaca. Il était la région de Oaxaca, pour situer plutôt dans la carte mexicaine. Vous avez entendu parler d'Acapulco. La partie plus basse, la province plus basse vers le Pacifique, c'est Oaxaca. Et donc, lui, il était originaire de là-bas, un grand stratège militaire, et qu'en fait, il a commencé à être tellement passionné, autant dans le côté militaire, en sachant que l'armée plus puissante du monde avait envoyé à Napoléon III, mais Napoléon III était reparti, évidemment, mais lui, il avait toujours une admiration dans le côté militaire, autant que dans le côté quelque part vestimentaire aussi. Beaucoup plus tard, voilà, on voit cette image de même général, déjà évidemment avec beaucoup plus d'âge, parce que lui, il a gouverné le pays après Benito Juárez de 1874 jusqu'à 1910. C'est-à-dire, il a resté au pouvoir 34 ans. Et facilement, à cette période, on peut l'appeler la période de la dictature de Porfirio Díaz. Par contre, c'était tellement important de savoir que plus qu'un dictateur, c'était aussi un homme qui a fait exploiter l'avenir du Mexique. Il a implanté les chemins de fer, il a fait des marchés des grandes banques, il a fait plein des accords avec beaucoup de pays. Il a fait autant de choses de bien et aussi des choses peut-être pas bien pour certains d'autres, qui a été considéré comme un grand seigneur. Donc, ce n'était pas le dictateur tel qu'on déteste. C'est un homme qui avait une grosse popularité donc à l'époque. Et regardez ici
la tenue qu'il porte, avec un chapeau tout à fait napoléonesque. Et si on veut appeler à cette période-là des 34 ans de pouvoir, on peut dire que ces messieurs-là, c'était rien d'autre que le Napoléon mexicain. Le Et Napoléon qu'à son mexicain. période, voilà, le Napoléon mexicain Porfirio Díaz, à sa période de gouvernement, on appelle ça el porfiriato. Donc, dans le porfiriato, il y a des très bonnes choses faites, il y a d'autres qui sont peut-être moins bien faites. Bon, enfin, il était tellement amoureux de la France qui a eu des contacts carrément directs et qui va laisser des traces, un héritage incroyable à niveau architectural, à niveau... euh, il y a plein des Français qui venaient aussi à l'époque, hein, à cette période-là, à la fin comment ça s'appelle, du 19e et début du 20e siècle. Des grands commerçants, par exemple, entre autres. Une dictature qui a son propre nom, Porfiriato. El Du coup, 34 Porfiriato, ans, voilà. 34 ans de pouvoir. Nous, Il nous a amené quoi au niveau voilà. architectural, Porfirio Díaz, à Mexico? Qu'est-ce qu'il a amené comme construction? Dans ces, dans ces passages en France, par exemple, nous avons, regardez cette image, un petit vidéo qui est en train de passer. Cette colonne, c'est l'équivalent de la La Bastille que Bastille. vous en avez à Paris. Chez nous, on appelle cette colonne la colonne de l'indépendance. Regardez le ange, l'ange qui est là. Mais en fait, c'est une femme. Non, le vrai nom, qu'il n'y a pas beaucoup de Mexicains qui connaissent, c'est la Victoire ailée. Tout le monde le connaît comme l'ange de l'indépendance. Et en fait, il représente précisément l'indépendance du Mexique. Il est précisément quasiment au milieu de la fameuse avenue de laquelle on parlait tout à l'heure, de la Réforme. Aujourd'hui, une ville soi-disant moderne, une ville assez agréable à visiter. Voilà, dans le côté gauche de la main de l'ange, parce que la feuille d'or qui recouvre l'ange, c'est à 23 carats. Il représente la liberté de la oppression espagnole. D'ailleurs, cet ange, il y a une petite anecdote que je vais vous raconter, c'est que l'ange, enfin la colonne, inspirait rien d'autre que de la colonne de la Bastille, qu'on verra plus tard. Pour fêter à niveau architectural, pour fêter la liberté ou bien l'indépendance mexicaine, de 1810, voilà, regardez une comparaison que nous voyons ici, Ouais, la la ressemblance Bastille est frappante. gauche, évidemment, il y a tout à fait l'influence française dans la même colonne. Évidemment, le principe, les personnages, tels comme on voit dans l'ange qui est à droite, nous voyons qu'au pied de la colonne, dans le pédestal, il y a quelques personnages qui font allusion aux gens qui ont participé pendant le mouvement de l'indépendance. Un des grands personnages connus comme le père de la patrie, il s'appelait Michel Hidalgo, que ça n'a rien à voir avec un entraîneur de la sélection, pas de la sélection, du club de l'Olympique de Marseille, un monsieur qui s'appelait aussi Michel Hidalgo. C'était un homonyme en fait. Alors Michel Hidalgo, c'est donc le père de la patrie, le personnage qui est au pied de la colonne, et tous les autres personnages qui sont autour, c'est les insurgés, les gens qui ont participé aussi par la fameuse révolte de l'indépendance. Mais il y a une petite anecdote historique qui est très très importante à retenir, c'est qu'une fois qu'on voit l'influence française, il faut savoir que l'architecture, à beaucoup de niveaux, va marquer des passages historiques, autant dans un pays que dans l'autre. Rappelez-vous qu'en France, la tour Eiffel, quand elle était construite, elle était construite pour une expo universelle, si je ne me trompe pas. Vous me corrigez si vous voulez. C'était bien pour l'expo universelle de 1889. Donc, un siècle plus tard de la fameuse Révolution française, mais que vous avez fait évidemment avec un autre principe. Ici, pour fêter l'anniversaire de l'indépendance du Mexique, le 15 septembre, que c'est la fête nationale, le 14 juillet de chez vous, le 15 septembre de 1810, la colonne va être inaugurée par hasard, par miracle, par coïncidence, par caprice de ces bonhommes-là.
exactement le 15 septembre de 1910, qui en même temps, c'était le jour de l'anniversaire de M. Porfirio Díaz. Il fêtait son anniversaire le 15 septembre, donc c'était la fête glorieuse pour ce monsieur-là. Et donc voilà la référence comme quoi nous avons des liens très proches à un niveau architectural. Il y a plusieurs exemples dans l'architecture. Ça, c'est du coup, c'est le monument de la Révolution à droite au Mexique Ah, voilà. et le Panthéon à gauche en France. Hein. Exactement. Alors, dans cette, évidemment, sont similaires, ils ne sont pas pareils, à différence de la colonne des langes de l'indépendance, sauf que dans ces visites de Porfirio Díaz, aux ces échanges qu'ils en avaient autant que président à l'époque, il voyait que les hommes célèbres, donc le Panthéon français, évidemment, que vous connaissez très bien, et il a voulu se faire construire une chose similaire pour entre guillemets, Sa Majesté le Napoléon III, et qu'en même temps, il s'est aperçu que les choses n'allaient pas très bien parce que c'était la fin de la période de le porfiriato. C'est-à-dire, il y avait une société qui avait jusqu'à là de l'oppression de Porfiriato. Regardez, on s'est senti au Mexique. On a Euh, atterri à Mexico City. Exactement, ça c'est la fameuse la place de la République. Évidemment surnommée comme ça parce que le monument qui était commencé à être construit après la période de M. Porfirio Díaz, une fois après la Révolution mexicaine, il a été décoré avec tous ces grands hommes qui ont participé pendant la Révolution mexicaine, tels comme Pancho Villa, Emiliano Zapata, Francisco I. Madero, Álvaro Obregón, etc., des grandes personnalités qui ont fait la fameuse révolte mexicaine. Regardez vers la droite, après le monument à la Révolution, on va un tout petit peu plus. On a un Les Basques petit. vont être contents. C'est des Basques connectés. Voilà. Voilà, cette maison de rose. C'est pas là où il habitait la panthère rose, hein, il faut quand même dire. Alors, la maison ocre, plutôt, c'est rien d'autre que le terrain plus important du Mexique pour les Le championnats, Cesta on va dire, Punta. la pelote basque. Et nous, on l'appelle el fronton Mexico. Donc, l'influence basque même arrive jusqu'à nos jours, jusqu'à aujourd'hui. Et nous avons une très bonne équipe de pelote basque, le Highlight, en fait. Ça, c'est donc le fronton Mexico, dans la place de la République. Autant le monument qui fait allusion à la Révolution mexicaine, tout à fait avec une petite influence de la coupole du Panthéon français, et que, en fait, c'est vraiment une place super agréable à visiter. Mais Ouais, c'est aussi, magnifique. Hein. il avait Du... plein de. Oui, Non, 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 pardon, j'allais te poser une question, mais continue. oui, oui. Monsieur Porfirio Diaz, il y avait aussi plein de passion et d'amour parce que c'était un monsieur qui était assez facile à tomber amoureux. Je ne sais pas, en français, ça existe un mot, un chaud lapin, on va l'appeler comme ça. Et alors, il adorait des Un cœur spectacles que pour d'artichaut, on nous, dirait. comment? On dirait un cœur d'artichaut. Voilà, voilà, un corps d'artichaut plutôt, voilà, pas un chaud lapin, le chaud lapin, on va le mettre à côté. Le corps d'artichaut, donc, il était aussi amoureux de beaucoup de spectacles glamoureux et hyper flamboyants chez vous, comme les fameux spectacles que même aujourd'hui vous en avez. Hein, à l'époque, c'était Folie Berger, le Moulin Rouge. Il voulait construire un théâtre pour montrer donc ces grandes personnalités pour l'amusement culturel, etc. D'ailleurs, il faisait venir plein de groupes, des danseurs des compagnies de danse, en fait, depuis Paris, hein, Moulin Rouge, Folie Berger, entre autres, pour se faire des grandes festivités au château de Chapultepec, parce qu'il a vécu aussi là-bas, et dans les grandes maisons résidentielles qu'ils en avaient plein de palais, qu'il y a toujours à Mexico. Et d'ailleurs, un des deux architectes du Monument de la Révolution était français, non? Exactement, oui. Je ne m'en rappelle plus très bien Ouais, le c'est nom, mais drôle. c'est vrai que
dans l'architecture, il participait plein de gens qui avaient tout à fait des notions, comment dire, l'influence, puis il a bien imprégné cette architecture. On verra peut-être un tout petit peu plus tard. Une autre architecture qui fait plutôt une trace italienne, presque, c'était le fameux Palais des Beaux-Arts, le Palacio de las Bellas Artes, que c'est un autre emblème aussi architectural du Mexique, qui allait être d'abord un théâtre et que plus Du coup, tard s'est juste converti l'architecte, aujourd'hui. c'est Émile Bénard, pour ceux que ça Voilà, intéresse. Émile Bennett, L'architecte voilà, français, c'est Émile Bénard. qui a participé pendant la construction de le monument à la Révolution, surnommé plus tard le monument à la Révolution. Et voilà, cet immeuble-là qu'on voit, c'est l'équivalent de l'Opéra de Paris. C'est un immeuble dans lequel des personnalités de la taille de Luciano Pavarotti, quand il était en vie évidemment, Placido Domingo, avant d'avoir plein de problèmes avec ses problèmes de joue, on va l'appeler comme ça, José Carreras, l'Orchestre Royal de Londres, les ballets de Bolshoi, etc. Bon, ça, c'est donc un berceau culturel, carrément, le plus important de la ville de Mexico, de Mexique et un des berceaux culturels de l'Amérique latine. El Palacio de las Bellas Artes, tout à fait un style néoclassique, elliptique, et qui était commencé à être construit sur l'ordre de M. Porfirio Díaz en 1904. Ah, par contre, en 1910, la grande révolte, gens qui avaient jusqu'à là de Porfiria, on va dire, de la dictature de Porfirio Díaz, c'est Francisco I. Madero qui va créer un parti politique anti-réélectionniste, c'est-à-dire pas avoir le droit à la réélection. Depuis 1910 et après la fin de la révolution mexicaine, 1920, jusqu'à nos jours, à différence de pays comme la France, les gens qui vont gouverner le pays n'ont pas le droit à se réélire. Un mandat de 6 ans et c'est terminé. Il n'a plus le droit de se réélire, ni au deuxième tour, ni au troisième tour, pas du tout. À partir de là, Porfirio Díaz, il va avoir des problèmes très graves. C'est quand il est exilé en 1910, quand la révolution a commencé à être faite, et donc il quitte le pays. Le monument, il va rester même pas terminé, parce qu'il va être fini jusqu'à l'année de 1934. Et à ce moment-là, il ne va plus être appelé le Théâtre National, au départ son premier nom, mais beaucoup plus tard, ça deviendra El Palacio de las Bellas Artes, Palais des Beaux-Arts. Donc, le Magnifique. berceau culturel du pays. Voilà. Un peu comme l'Opéra de Paris de Mexico City. C'est vraiment un endroit incroyable. Du coup, est-ce que il y a eu d'autres influences autres que voilà l'architecture? Est-ce qu'on a eu d'autres influences de par la France sur le Mexique? Ah ben oui, à niveau commercial, à niveau échange. Par exemple, ici, nous voyons un gros bâtiment qui a été, au début des siècles derniers, appelé le Palacio de Hierro. Hierro, ça veut dire fer, le palais du fer. Rappelez-vous que le 19e siècle était un petit peu marqué, grâce aussi à beaucoup de gens de l'Amérique du Nord, de l'Europe occidentale. Dans ces cas-là, cette influence eiffelsque, parce que la tour Eiffel, elle est quand même massive. Elle a un caractère très, très imposant dans Paris même. Alors évidemment, le Palacio de Hierro, que c'était aussi la représentation d'un commerce hyper importante, comme quoi ils sont débarqués avec le textile,
entre autres, je ne sais pas, peut-être vous avez entendu parler, une partie de votre population qui s'appelle les Barcelonettes, qui commercialisaient pas mal de textiles, Mhm. qui ont fait fortune, qui ont fondé des banques, des magasins, genre Galerie Lafayette, genre Printemps d'aujourd'hui, même à l'époque, hein, et ça marche même. Jusqu'à aujourd'hui, il y a 2 magasins fondés par des Français au début des siècles derniers. C'est donc Palacio de Hierro, que c'est une grande marque, et Liverpool, que c'est aussi une grande. On l'appelait Liverpool parce qu'il partait du port de Liverpool en Angleterre, faisait une escale, avant de venir jusqu'à Mexico, au Mexique, pour pouvoir avoir ces grandes puissances commerciales il est le même cas qu'aujourd'hui. Hein. Nous avons entre la France et le Mexique des très bons accords commerciaux. Euh, en espérant qu'en passant la pandémie, ça va redémarrer encore bien. Et Du coup, pouvoir, tu parlais des ouais, Barcelonnettes. Tu parlais des Barcelonnettes. Justement, il y a un village, non, en France, dans le sud-est de la France, qui s'appelle Barcelonnette, où il y a notamment un exactement. festival du Mexique, non, chaque année en août. Alors, s'il y a une chose, voilà, cette image, elle est magnifique. S'il y a une chose de laquelle autant les Mexicains que le Français puissent être fiers de partager des points en commun, on voit des musiciens là-bas, de lesquels on parlait un petit peu plus tard. C'est 2 images qui font allusion à une grande festivité, la fiesta. Le son de la fiesta, autant que le français quand ils sont arrivés ici, et même maintenant, le coin ou la région plus mexicaine dans le monde, surtout dans tout cas dans l'Europe, c'est en France. Et c'est dans la région de Barcelonnette. D'ailleurs, il y a un festival mexicain, 100%. Tout le village de Barcelonnette va devenir mexicain pendant les périodes, si on peut l'appeler ça un carnaval, c'est plutôt un festival appelé le Festival de Barcelonnette le mois d'août. Si un jour Ouais, vous avez une telle occasion, j'espère c'est que cette super fois-ci, même avec intéressant. des. Voilà, ça c'est C'est donc super les intéressant fameux parce que là, Barcelonnette. on voit les Katrina, on voit vraiment, pour une fois, là, on voit aussi que le Mexique influence finalement la France. Parce que là, jusqu'à présent, on voyait vraiment, voilà, la France qui influençait le Mexique, mais c'est intéressant aussi de voir comment le Mexique influence et inspire la France pour des fêtes estivales l'été. Et du coup, au niveau de l'art, est-ce qu'on a eu des influences au niveau de la peinture, notamment entre la France et le Mexique? Ah oui, parce que juste après la révolution mexicaine, une fois que ça commence à se calmer socialement le pays et tout, il y a euh, de l'expression artistique. Dans ces cas-là, on va parler d'un des 3 peintres célèbres mexicains qu'on voit ici à l'image. C'est lui qui est à côté de Léon Trotsky, un grand activiste du communisme russe, qui d'ailleurs il a été persécuté partout. C'était carrément un petit lapin qui cherchait Staline, Lénine et compagnie. La KGB, il les suivait partout. Et donc, il a fait plein de pays en Europe. Il est débarqué en France. Et puis, il a terminé sa vie au Mexique dans le quartier de Coyoacán, un petit quartier où il habitait Frida Kahlo, une des peintres, la plus connue peintre célèbre de Mexique, et Diego Rivera, un des 3 grands muralistes plus connus dans le pays, que c'est précisément cet homme que vous voyez vers la gauche de votre écran, ou à droite de M. Trotsky. Et de l'autre côté, nous avons à M. André Breton, et André Breton, évidemment, quand il y avait des échanges, vous savez bien qu'à niveau culturel, autant comme nos petites discussions aujourd'hui que nous avons grâce à la technologie, on est en train de parler voilà, à Mexicains avec des Français à la distance, ça serait incroyable. À l'époque, évidemment, il y avait ces accords, ces contacts, ces échanges qui sont vraiment importantes à niveau artistique. Vous allez voir Ça un tout inspire le petit peu cubisme. plus et exactement, voilà, le cubisme, que c'est une expression Diego Rivera qui va acquérir, qui va étudier, qui va dominer plus tard des
comment dire, des personnalités comme André Breton, comme Paul Cézanne, comme Picasso et compagnie. Donc ces influences-là, ils vont se transmettre et beaucoup plus tard, ici au pays, déclencher rien d'autre que la peinture murale, le muralisme, qu'un jour, j'espère que dans une autre émission, on parlera un tout petit peu de la peinture et des choses festives et tout ça. C'est assez intéressant cette partie-là, assez colorée d'ailleurs. Les Mexicains sans couleur, c'est pas des Mexicains, hein. Et il faut que ça. Au Mexique, nous, on dit s'il n'y a pas de la couleur, s'il n'y a pas de bruit, s'il n'y a pas de la bonne température, c'est pas le Mexique. Donc, Je te rejoins. il faut des odeurs, il faut des couleurs, il faut des températures, il faut tout ça pour qu'on puisse. Beaucoup de personnes. D'ailleurs, on va Exactement. regarder maintenant une petite vidéo. OK. On va voir vraiment, on va rentrer un petit peu dans l'aspect musical de la culture mexicaine et on vous expliquera un petit Ouais. peu après d'où vient les fameux mariachis. Ah, mais voilà, ça c'est le bon, la fiesta. J'ai fait juste une petite pause, excusez-moi, messieurs, dames. Cette église que vous voyez là, au fond, c'est une paroisse qui a été inspirée dans les châteaux et les cathédrales européennes, hein, et que s'appelle San Miguel de Allende. Évidemment, c'est dédié à San Miguel, Saint Michel Archange. Et nos chanteurs que vous allez écouter, il s'appelle Luis Miguel, qui en même temps, il a le même nom que le village, c'est le Patrick Bruel de chez nous. C'est un homme qui est assez connu, un emblème, et sa chanson s'appelle La Fiesta. Donc, on vous invite à tous à écouter et à passer un bon moment bien confortablement et nous faire, pourquoi pas, une petite fiesta. Allez, à votre santé, c'est pas de la tequila, c'est de l'eau, hein. La tequila, c'est pas tout à l'heure. Cette vidéo, j'adore, ça me met trop de bonne humeur. Elle est vraiment. D'ailleurs, Luis Miguel, le chanteur, est connu comme El Sol de México, donc le soleil du Mexique, vraiment un chanteur emblématique du Mexique. Léonard, on a bien vu ta question, on la posera à la fin, on la remettra dans la session de questions-réponses, on t'oublie pas. D'ailleurs, pour revenir au mariachi, j'ai entendu plusieurs anecdotes par rapport au mot mariachi. J'ai entendu dire que ça venait peut-être du mot mariage en français. Est-ce que tu confirmes cette hypothèse ou est-ce que voilà, c'est une légende? Aïe, aïe, aïe. Alors là, on tombe dans des sujets très délicats pour un Mexicain parce que le mariachi, c'est le musicien le plus emblématique du pays, mais ses origines vont beaucoup plus loin. Par contre, le mot mariachi, il y a trois théories, trois versions dans lesquelles tous les trois, ils ont raison. Alors, vous allez choisir celle qui vous convient le mieux. Je vous en parle déjà d'un groupe de musiciens qui jouaient des trompettes et des guitares. La grosse guitare que vous voyez là, après l'harpe. Voilà. Alors, c'était vers 17e et 18e siècle. Un groupe, fin 17e, début 18e, un groupe qu'on les connaissait comme les Cocas. Cocas, c'était les gens qui habitaient dans un village, hein, une région qui s'appelle Cocula. Il y a même une phrase très célèbre chez nous qui on dit de Cocula es el mariachi de Tecalitlan los sones. C'est-à-dire, de Cocula, c'est le groupe de mariachi, mais le mot mariachi venait d'une guitare spéciale. La grosse guitare que vous voyez là est faite avec un bois d'un arbre appelé el mariachi. Ce n'est pas un contrebasse. Il faut quand même le dire. Ce n'est pas une guitare normale. C'est plus grosse qu'une guitare, c'est plus petit qu'un contrebasse et un son tel comme vous savez écouter, et que le bois s'appelait le mariachi. Donc le groupe, il arrivait, les cocas, et comme l'instrument plus grand, c'était précisément le fameux contrebasse mexicain, le guitarron, appelé guitarron, la grosse guitare, et les gens disaient, voilà, il arrive le mariachi, donc la grosse guitare. Au 19e siècle, non, au 18e siècle, pardon, non, c'était à l'héroïque, pardon. 19e siècle, l'arrivée de Maximiliano et Charlotte, ils vont fêter, ils vont faire des grandes fêtes comme des anniversaires et surtout des mariages. Mais qu'est-ce qu'ils dansaient à l'époque? Ils dansaient la valse, comme la fille de 15 ans, de laquelle on parlait, mais c'est joli la valse.
Par contre, comme ils étaient dans un pays si chaleureux, si démonstratif, hein, ils faisaient venir des musiciens, surtout à la période dans laquelle il y avait des gens qui fêtaient ces mariages, et ils criaient en faisant venir les gens, en leur disant mariage ici, mariage ici. Les gens de l'époque qui ne parlaient pas français, ils croyaient que le groupe s'appelait les mariachis. Donc, c'est venu aussi assez populaire, le groupe qui anime, hein, comme vous venez de voir et constater, la fiesta qui va réchauffer le cœur. Et un petit peu aussi dans toute la tradition mexicaine, quand on fait des festivités religieuses, surtout la Vierge de la Guadalupe, que c'est la patronne de Mexique, l'impératrice de l'Amérique, surnommée pour Jean-Paul II. Cette festivité qu'on va y aller chanter pour la Vierge, les gens criaient pour faire venir la musique, Maria, donc la Vierge Marie, à qui? C'est-à-dire, ici était la Vierge Marie. Maria à qui? Maria à qui? Et les gens voyaient les groupes arriver. Donc, il y avait les mariachis, les mariages ici, ou bien le mariachi. Choisissez celle qui vous plaît. Du coup, on choisit celle qu'on préfère. Voilà, vous pouvez choisir et je peux dire tous les trois, à moi ils me plaisent. Moi j'ai choisi les trois comme ça, je rate pas mon goût. Oui, voilà, au moins tu veux personne. Et du coup, on avait combien de personnes à peu près dans un groupe de mariachi? On a combien de personnes? Entre 6 et 12 personnes? Ah ben, normalement, on peut avoir un groupe de mariachis à 5 personnes, à 6 personnes, à 7 personnes, mais un groupe, on va dire un groupe de galas, un bon groupe de mariachis, c'est à 12 personnes. D'accord. Et quels sont les instruments vraiment qui constituent le groupe de mariachi? Alors moi, je vais vous dire qu'il y a même, ça sera peut-être une question pour la fin, répertoriez bien les instruments qu'il y a. Et ces instruments, pourquoi le mariachi devient emblématique, un musicien emblématique du Mexique? C'est parce qu'en fait, il a formé un groupe avec une influence tout à fait pour les grandes festivités et tout. Mais la grosse guitare que nous on voit ici, c'est donc le fameux qu'on appelle guitarron. La guitare normale, donc on va dire que ça se compose de la guitare et le guitarron, mais il y a le violon aussi et la trompette. On a aperçu aussi l'harpe, mais si on parle de les quatre instruments, parce que des fois l'harpe n'est pas tout à fait présente dans ces cas-là, oui, parce que c'était un mariage des galas, mais c'est surtout les quatre instruments primordiaux, c'est grosse guitare, guitare, violon et trompette. La trompette, ses origines, c'est anglais, la guitare espagnole, les violons français et autrichiens, et les grosses guitares mexicains. Donc, ça fait un compliment de toutes les cultures, on va dire, mais avec un type mexicain. Voilà. D'accord. Et du coup, maintenant, on a parlé beaucoup voilà, des similitudes entre nos deux cultures et comment on s'est auto-influencés les uns les autres. Maintenant, voilà, ce qui va Ouais. être intéressant, c'est de voir aussi qu'est-ce qui diffère dans nos différentes cultures, parce que c'est vraiment intéressant quand on voyage. Ce qui est intéressant finalement aussi d'observer, c'est vraiment les différences culturelles. Donc toi, qui connaît très bien la France, hein, pour avoir été mariée avec une Française et pour avoir des enfants franco-mexicains, quelles sont selon toi, voilà, la première grande différence culturelle entre les Français et les Mexicains? Alors là, pour voir les différences, je peux vous dire que moi, j'étais bien placé pour voir plein de différences au niveau culturel, parce qu'en fait, c'est des choses à lesquelles on se mettait presque jamais d'accord. Par exemple, en parlant du temps, hein, le temps, voilà, le mot qu'on voit maintenant, voilà, la partie ahora, si on veut traduire en français, c'est maintenant. Et maintenant, on va parler de maintenant. Par contre, on voit un petit mot plus bas, ahorita, diminutif. C'est la même chose qu'ao, mais plus bas en diminutif. Ahorita, pour un Mexicain, c'est quelque chose qu'un Français, il ne va jamais comprendre. Je ne dirais même pas un Français. Un Suisse, un Belge, un Allemand, un Canadien, il ne va jamais comprendre. Un exemple, quand vous dites on va faire ça maintenant, hein, on va écrire maintenant. Voilà, je prends un crayon et voilà, je vais écrire maintenant.
Et on va dire au Mexicain, tiens, on va écrire maintenant. Et lui, il va dire ahorita. Ahorita, c'est le similaire, le synonyme de maintenant. Mais on le voit qu'il n'écrit pas. Et alors on dit, mais il a dit qu'il allait écrire, mais il n'écrit pas. Et il a dit pourtant ahorita. Ah non, parce que ahorita, c'est un nom qui n'existe pas en fait. Ça peut être maintenant, ça peut être dans 15 minutes, ça peut être dans 3 heures, ça peut Ou être jamais. demain, ou jamais. C'est-à-dire, ahorita, c'est un mot qui est très. Si un jour vous venez au Mexique, où vous êtes déjà venu, et puis vous avez entendu parler ahorita, ça ne va rien dire. Ça veut tout dire, mais en même temps, ça ne veut rien dire. Donc, le mot ahora et ahorita, c'est un mot très superficiel. Impératif pour un Français, imaginatif pour un Mexicain. Ouais, non, ça, je crois que vraiment pour les étrangers, quand ils arrivent au Mexique, je vois, c'est le mot le plus compliqué à comprendre. Parce que quand on te dit, oui, je te l'envoie à ahorita, pour un Français ou, voilà, ou un Européen, il se dit, oui, bon, bah, il va me l'envoyer maintenant, quoi. Mais en fait, non, c'est intemporel, le ahorita. Une des grosses discussions que j'avais avec la mère de mes enfants, c'est que des fois, il me disait, voilà, il faut balayer les feuilles de l'arbre de jardin qu'on avait. Et puis je disais, ahorita. Et des fois, je ne les faisais pas parce que j'ai oublié, je pensais à autre chose, hein. Je faisais bien d'autres choses. Il me disait, mais tu m'as dit ahorita, tu ne l'as pas fait. Je dis, mais oui, mais ahorita. Mais ne comprenait rien de tout ce que je disais. Au fait, moi, je comprenais parce que je suis mexicain. Elle n'a pas compris parce qu'elle était française. Mais du coup, est-ce que j'avais entendu dire qu'il y avait quand même une explication derrière tout ça. On parle de personnes monochrones et polychrones. Voilà, il y a vraiment une explication plus profonde derrière, non, la gestion du temps. Ah oui, ça c'est... en fait, tout ce comportement-là, ça se doit aussi à des caractères anthropologiques, hein. On va parler d'un anthropologue américain, en fait, qui a essayé de voir pourquoi précisément cet exemple de deux cultures différentes qui parlent d'un seul mot, mais qu'aucun des deux, ça veut dire la même chose pour l'autre. En fait, ça s'appelle le principe de le monochrone et le polychrone. Edward Thomas Hall, que c'était le nom de l'anthropologue, hein, Mhm. il déterminait que, par exemple, maintenant je vois qu'il y a des gens qui nous écoutent en France, les Français sont des monochrones. Ah, vous allez dire, c'est quoi monochrone? Chrono, ça vient de chronomètre. Rappelez-vous, Chronos, c'était le dieu de temps. Alors, le monochrone, ça veut dire un seul temps. C'est-à-dire, vous en avez une image directe de le mot, de le temps. Tandis qu'un polychrone, c'est plusieurs temps. C'est pour ça que pour moi, pour dire à ma femme, voilà, je vais balayer ahorita, pour moi, c'était peut-être demain. Et ce n'était pas tout de suite. Il n'y a pas de Ça, temps c'est défini. Voilà, il n'y a pas de temps défini tant que je dis ahorita. Et un mot que ça n'existe pas dans les langues, on va dire, nordiques. Un norvégien, un suédois, un français, il va dire, mais il a dit maintenant, et puis il ne les fait pas. C'est-à-dire, Mhm. c'est un temps qui n'est pas existant. D'ailleurs, vous savez que la relation du temps à niveau linéaire, c'est très, très occidental. La vision de temps et de l'espace, c'est linéaire, tandis que la vision des Indiens, c'est circulaire, Mhm. cyclique, raison pour laquelle la vision de temps ne peut pas être la même. Il y a, si un jour vous avez l'opportunité, un ouvrage magnifique d'un prix Nobel de littérature mexicaine, Octavio Paz, malheureusement décédé, ça fait quelques années. Il a fait un des ouvrages qui s'appelle Tout ce temps-là, c'est le temps passé. Le temps passé, c'est ce temps-là. Tous ces siècles avant, c'est ce siècle-là. C'est-à-dire, nous, on y passe à travers le temps. Parce que nous, quand on a des montres, comme Mhm. la montre, l'horloge que vous avez, ça, c'est un instrument pour mesurer ce que nous, on considère le temps. Mais par contre, le temps, c'est toujours le même. Mhm. Les actions dans le temps, non. Si demain, on se donne rendez-vous
tous ceux que nous sommes maintenant à la même heure, avec les mêmes connexions, avec les mêmes personnages, etc., ça va être le même temps, 9 heures, mais ça se rappelle les mêmes événements. Vous voyez la différence de temps. Ouais, C'est c'est pas très pour rien intéressant. qu'aujourd'hui, il y a le fameux laboratoire de l'accélérateur de particules, pas loin de chez vous, entre chez vous et la Suisse, et qui va déterminer voilà, jusqu'à quel temps on va y aller pour essayer de trouver le fameux Big Bang, n'est-ce pas? Avant le Big Bang, je crois bien qu'il y a eu des autres Big Bang dans les autres galaxies, hein. Mais bon, voilà, on n'est pas tout à fait scientifique à propos de ça, mais le temps n'existait pas. Nous, on y passe à travers le temps. Et il y a il y a une autre hypothèse, non, qui vient aussi de l'industrialisation finalement, qui explique en fait que les pays d'Europe ont été les premiers pays vraiment à avoir des usines, des industries, et du coup ça forçait vraiment, pour pouvoir produire, ça forçait vraiment les employés à respecter les horaires. Alors que dans des pays comme l'Afrique ou l'Amérique du Sud par exemple, où il n'y a pas eu une forte industrialisation, donc pas beaucoup d'usines, c'est pour ça qu'il n'y a pas, ces personnes-là n'ont pas développé le sens de la ponctualité. Exactement. C'est précisément à la période au début du XXe siècle, on va dire, et à la moitié du siècle, que nous, surtout en Europe, les gens commencent à avoir déjà des temps fixes et Mhm. précises. Même jusqu'à nos jours, il y a certaines usines dans lesquelles on arrive et on voit, comme on dit, on va pointer, n'est-ce Mhm. pas? On a une heure pour pointer. Tandis que à niveau naturel, l'Asie, l'Afrique et l'Amérique, dans tout cas, à grosso modo, ouais, parce que nous avons aussi des villes industrielles, etc., mais pas dans le même principe, dans la même notion. Qu'est-ce qui se passe? Les agriculteurs, ils n'avaient pas le temps. Ils sortaient, travaillaient, dès que le soleil se levait, ou un tout petit peu pour ne pas avoir trop chaud, ben, dès que le soleil commençait à se descendre, voilà. Ou bien s'ils avaient une bonne, comment ça s'appelle, un bon caractère, s'ils en avaient un bon état d'esprit, ils continuaient à travailler. Mais autrement, voilà, ils terminaient, ils disaient, voilà, il ne faut pas que je fasse du temps précise ni fixe. Et c'est pour ça qu'il y a une anecdote, même, vous savez, en Afrique, moi j'ai un copain qui est africain, et qu'un jour, il est allé donc visiter euh, son pays, etc. Et il est parti avec des copains français. Et puis ses copains français avaient des superbes montres. Et puis ils arrivaient dans leur village et tout ça. Et puis ils voulaient frimer un petit peu avec, on plaisantait avec ces montres en disant, mais regardez, il y a la jolie montre, etc. Et puis les Africains le regardaient en disant, bah, ah ben oui, elle est jolie votre montre. Vous avez la montre, mais nous, on a le temps. Et ça, c'est pas faux. Et Ah ça, ben alors là, et du coup, qu'est-ce qu'on a d'autre comme moi, moi, là, ce qui m'a coûté un petit peu quand je suis arrivée au Mexique aussi, c'est la manière de se dire bonjour. Je sais que nous, voilà, en France, on fait la bise, et au Mexique, on est plutôt sur, voilà, une accolade, un abrazo, on se fait presque un câlin. Ça vient d'où l'abrazo au Mexique? alors l'abrazo, c'est une expression corporelle. À niveau anthropologique, le Mexicain ancestral, comme le Mexicain d'aujourd'hui, avait tout à fait le contact avec le corps, avec la maman, le papa, etc. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez entendu parler, vous avez vu peut-être des images, une femme qui porte à son bébé avec une espèce d'écharpe, ce qu'on appelle un kangourou aujourd'hui en Europe, pour mettre le bébé, être proche. Et puis, par contre, à niveau déjà adulte, quand les gens commencent déjà à se rencontrer, ils en avaient un principe de se rencontrer, mais il fallait se toucher. Il faut se toucher. Parce qu'en fait, le contact avec quelqu'un, c'est un contact qui déclenche énormément de sentiments amical. Quand on fait un combat, c'est un contact avec une certaine haine, hein, quelque part, mais c'est surtout à niveau amical. Il y a un niveau anthropologique et même un niveau indien. Imaginez-vous, voilà, chez vous, je vais faire un petit geste, mon avant-bras, voilà, je vais le prendre comme ça. Et évidemment, ça, c'est l'autre main de l'autre personne qui va le prendre comme ça.
Il s'est salué comme ça. Après, il disait tiens, oui. Et après, il prenait l'épaule, et puis moi, je prends son épaule. Et moi, je réponds tiens, oui. Tiens, oui, dans la langue indienne, ça veut dire moi, c'est toi, c'est moi. C'est-à-dire, on partage le temps et l'espace, et on est content de savoir que nous sommes dans le même temps. Mhm. Et c'est pour ça qu'à la période indienne, même aujourd'hui, et on se tape, maintenant on se sert. Vous voyez par exemple dans l'image de la gauche, il y a quand même comme il tape son petit épaule avec, comme en faisant un petit câlin. Et à droite, vous avez une image, la France et l'Allemagne. Merkel et bon, l'autre personnage, on le connaît bien. Et puis, et Macron. Alors, si vous voyez bien les mains, ils marquent une distance. Ils se font la bise parce que c'est un protocole aujourd'hui politique, etc. Mais il Mhm. y a une distance qui est marquée, tandis que l'autre, il se sert. Mais pourquoi il se sert? Ah, parce qu'en fait, dans l'esprit de se serrer et se taper, c'est quelque part comme se consoler et c'est se sentir unis, se sentir vivant. Parce que rappelez-vous, par exemple, après toutes les catastrophes, les guerres, les conquêtes, les révoltes, les Mhm. épidémies, de quoi on a envie aujourd'hui, ces derniers temps? Moi, j'ai envie d'y aller chercher mon frère, ma sœur et les serrer dans mes bras. Mais ma sœur, elle est assez âgée, donc par des raisons médicales, ils m'ont dit voilà, non, il ne faut pas visiter les personnes âgées parce que voilà, la maladie, machin, etc. Tandis que moi, j'ai envie de les serrer dans mes bras. Et quand tout ça va se passer, tous ces problèmes que nous sommes en train de passer, qu'est-ce qu'on va faire? On va serrer à nos prochains. C'est-à-dire, on a les mêmes envies de faire et de se taper et dire voilà, c'est passé. C'est passé, c'est passé. Hein. Et du coup, la Mais bise, ça vient d'où la bise en France? ouf, alors la bise en France, elle a une longue histoire parce qu'on va dire que la bise, ça allait, ça venait, ça allait, ça venait. Il y avait des moments dans lesquels c'était autorisé, il y avait des moments dans lesquels c'était obligatoire et Mhm. des moments dans lesquels c'était facultatif. Hein. Par exemple, là, nous, on voit une image de comment il y a un homme qui s'embrasse. Il y a eu un moment donné même dans lequel il y avait que les hommes qui s'embrassaient. Quelque chose qu'aujourd'hui, bon, c'est un peu. Ah, voilà, on a une image assez rigolote. Enfin, moi, je dis assez rigolote parce qu'en fait, c'est presque Moyen-Âge. Hein. C'est Oui, un là où on roi. voit Édouard Ier et Philippe IV le Bel, finalement, c'est Voilà. marrant. C'est là où on voit l'évolution aussi des coutumes et des codes sociaux, parce que finalement, à cette époque-là, donc au Moyen Âge, il y avait que les hommes qui pouvaient s'embrasser sur la bouche. Enfin voilà, ça évolue quand même au fil du temps, les codes sociaux finalement. Oui, mais à l'époque, c'était que les hommes qui pouvaient s'embrasser. Maintenant, il y a même des filles qui peuvent s'embrasser. Une fille et une fille, un homme. Bon, ça, c'est un autre débat de lequel on parlera peut-être un jour. Mais sinon, c'est vrai que l'embrassade, c'était toujours quelque chose qui fixait le lien entre différentes personnes. Par exemple, à cette période-là, comment on appelle, les gens, il y avait que les notables hein, qui s'embrassaient. Donc, et que les hommes, parce qu'ils C'est n'embrassaient que pas leurs les femmes. hommes. Voilà, il y a eu un moment donné dans lequel s'embrasser, ça devenait quasiment impur. Et après, ça devenait protocolaire. C'est comme aujourd'hui, hein, un tout petit peu là. Moi, j'adore faire la bise. Hein. Je vous fais à tous un bise à la distance. Allez. Et on peut se le faire à distance, la bise. Mais Ouais, du coup, oui, oui, c'est vrai que ça peut vraiment des fois paraître finalement, au niveau de la perception, le français va ressentir voilà, quand il reçoit un abrazo, il va peut-être se sentir un peu envahi dans sa petite bulle intime. Et à ah oui. contrario, les Mexicains vont sentir les Européens très froids dans leur manière de saluer. Et ils ont vraiment envie de faire un câlin, quoi. Ils sont très chaleureux finalement, les Mexicains. Oui, les Mexicains, c'est un peuple qui a toujours été un peuple de contact. Mhm. On adore se serrer, être en groupe, en fait. C'est, c'est, on a une mémoire collective qu'il faut qu'on soit trop famille, trop copains, trop peuple, quoi, en fait.
une des grandes discussions que j'ai eues toujours avec la mère de mes enfants, c'était précisément ça. Oh, mais on va tous les jours chez. Je crois que c'est pas au Mexique. Hein. À mon avis, en France, ça peut exister aussi. Ces fameuses réclames on va toujours chez tes parents, on va toujours chez ta tante, on va toujours. Voilà. Mais ici, c'est beaucoup plus marqué parce que pour nous, c'est une obligation morale spirituelle, sentimentale, économique, je ne sais pas. On est obligé d'être ensemble. C'est une vision, on va dire, mexicaine. Ouais, c'est vraiment intéressant de voir vraiment jusqu'où ça va finalement les différences culturelles. C'est pas juste se saluer, c'est vraiment voilà l'esprit de groupe, l'esprit de famille. Et d'ailleurs, moi, il y a quelque chose aussi quand je suis arrivée au Mexique qui m'a vraiment voilà qui m'a vraiment surpris. J'avais du mal à comprendre. Je me suis rendu compte que les Mexicains, ils ont un problème avec le mot non. Ils ne savent pas dire non. Je me suis rendu compte. Alors, ils vont trouver plein de manières de dire non, mais ils vont jamais prononcer le mot non. Ils vont dire oui, on se tient au courant, ou oui, je t'appelle demain, ils vont dire oui simplement et jamais relancer et laisser quelque chose comme ça, voilà, de manière intemporelle. Ça vient d'où ça, cette faculté à éviter le non? Ah, le rapport de non, ça va de très très longtemps. Il faut dire que mentalement, le Mexicain a toujours été conditionné pour, soi-disant, obéir. À l'époque des Aztèques, Mayas, Olmèques, il y avait donc les dirigeants qui déterminaient une action que la population devait faire. Et comme nous on dit, on n'a pas le droit de dire non. Donc voilà, on disait, OK, bon. Même si on ne voulait pas le faire, ben, les gens les faisaient. À la période de la conquête, la population mexicaine reste à l'écart le glamour, la grandiosité, etc., qu'on appelle des rois et compagnie. Donc, on était toujours sur les ordres. Vous faites ci, vous faites ça, vous construisez les nouvelles architectures, etc. Ben, oui, même si on ne voulait pas, on disait pas non. Donc, on le construisait. À la période de l'indépendance, la révolte, la révolution mexicaine, etc., on reste toujours dominé par cette façon de toujours ne pas savoir dire non. Parce qu'en fait, savoir dire non, en même temps, ça implique la façon de ne pas être exclu de notre groupe, en fait. C'est Voilà, l'individualisme finalement de dire non. exactement. Celui qui a l'habitude de dire non, c'est parce que lui, ça va renforcer son état d'esprit de dire voilà, non, 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 pas question. C'est-à-dire, il y a aujourd'hui, ça se fait aussi quelques Mexicains, mais bon, à grosso modo, globalement, quand comme on disait tout à l'heure, essayer de déguiser le mot non, on dit bah, je t'appelle tout à l'heure, ou après, ou on verra plus tard. Mais on ne dit pas non hein, tout de suite. Ah, est-ce que tu vas venir à la fête, à la réunion virtuelle, etc. Oui, oui, tout à l'heure. Mais c'est Après, vraiment une façon qu'est-ce pour qui les va pas Mexicains de jamais. Parce qu'en fait, non, les Mexicains, si tout je, simplement. Parce oula, je qu'en crois fait, le monde s'intègre tout de suite au groupe. on t'entend plus, Ressus. On t'entend saccadé. En décalé. Tu, tu, Bien. tu nous entends? Désolé Ah, hein, pour ce petit problème de et c'est, connexion, mais on est entendez encore. Oui, oui, ma question c'était quoi, tu me disais? Oui, je te disais finalement pour résumer un petit peu ce rapport au mot non, c'est finalement, alors il y a à part, outre la partie vraiment de soumission, de conquête, parce que finalement, avant l'arrivée des Espagnols, c'était les Aztèques hein, qui soumettaient finalement toutes les civilisations préhispaniques, mais il y a aussi la partie vraiment l'appartenance à un groupe qui est beaucoup plus forte et beaucoup plus représentée chez le Mexicain. Et du coup, le fait de dire non, Oui, c'est assumer qu'on ne fera pas partie d'un groupe. Et vraiment, les Mexicains, de manière générale, ils favorisent toujours l'appartenance au groupe, être ensemble, et ils sont vraiment pas basés sur l'individualisme. Donc, c'est vraiment intéressant parce que c'est ça qui les pousse à jamais dire non finalement. Et ils sont sensibles aussi. Ils veulent pas vraiment heurter les sensibilités des autres, et du coup, ça en fait des êtres vraiment
Vraiment intéressant. Exactement. Du coup, C'est ça. on a des questions pour clôturer cette visite. On a des questions pour vous, pour voir si vous avez bien compris, si vous avez bien suivi un petit peu toute la visite. Un petit questionnaire. Donc, avec les trois questions suivantes. Donc, quel est le président mexicain qui a été influencé par la France dans ses travaux architecturaux? Est-ce que c'est Andrés Manuel López Obrador? Est-ce que c'est Benito Juárez? Est-ce que c'est Álvaro Obregón ou est-ce que c'est Porfirio Díaz? La deuxième question, c'est quel monument mexicain est inspiré de la colonne de la Bastille? Est-ce que c'est le Monumento de la Revolución? Est-ce que c'est l'Ángel de la Independencia? Est-ce que c'est le Castillo de Chapultepec? Ou est-ce que c'est le Palacio de Hierro? Et la troisième et dernière question, c'est où l'empereur Maximilien a-t-il été fusillé? Est-ce que c'était à Querétaro? Est-ce que c'était à Mexico, à Tulum ou à Guanajuato? C'est pas grave, Patricia, on vous en voudra pas. On va voir les résultats dans un instant avec Jesus, qui va nous commenter tout ça. Du coup, qu'est-ce que tu allais dire pour clôturer sur les différences de culture au niveau du phénomène d'appartenir à un groupe Ressus? Et voilà, voilà. Comment? Avant qu'on commence les questions, on terminait sur le fait d'appartenir à un groupe. Ah oui, il y a une chose qui est quand même assez intéressante, c'est que dans la vision du groupe, les Mexicains vont toujours chercher c'est adhérer à un groupe. Mhm. Imagine un Mexicain et un Français général, hein, il y a des exceptions, mais bon, généralement, On t'entend deux plus une bien, famille Jesus. mexicaine, une famille française, les familles vont à la page. Et alors, les Français, vous entendez? Ouais, ça commence à Oui, on t'entend plus bien. fatiguer Peut-être. peut-être le micro. Oui. Alors, on parlait des familles mexicaines. Je ne sais pas si les autres m'entendent. Ils m'entendent mieux comme ça? Non, c'est la connexion. Je pense que ton Internet commence à être un peu lent. On va peut-être commenter peut-être les réponses des personnes. Et d'ailleurs, je vois Corinne, nous n'avons pas abordé la gastronomie. Ben, figurez-vous que la semaine prochaine, le week-end prochain, nous avons un rendez-vous spécial gastronomie. Donc vraiment, on a une visite virtuelle qui sera vraiment consacrée à la découverte de la gastronomie mexicaine. Donc, on va vous envoyer très vite le lien pour que vous puissiez vous inscrire. Mais la gastronomie, c'est vraiment une thématique super importante au Mexique. Et du coup, on a décidé d'y consacrer une visite entière parce que vraiment, c'est un sujet très vaste. La gastronomie mexicaine qui est au patrimoine mondial de l'UNESCO, elle mérite bien une heure de présentation. Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à nous le faire savoir. Jesus, tu nous commentes alors les réponses Ouais, de nos ouais, je suis participants? en train de voir, je suis en train de voir les réponses. Et effectivement, hein, merci, merci, merci de toutes ces réponses-là. Monsieur Andrés Manuel López Obrador, c'est notre actuel président. Benito Juárez, c'était le président indien. Álvaro Obregón, c'était un général. Effectivement, c'était Porfirio Díaz, le grand Napoléon, on va l'appeler entre nous, hein, il ne faut pas le dire aux autres. C'est le Napoléon mexicain. Voilà. Donc, c'est bien Ok, le Porfirio Díaz qui a été le grand personnage. Le monument mexicain qui a été inspiré de la colonne de la Bastille, nous avons donc évidemment, c'est la totalité, on a bien compris que c'était le fameux ange de l'indépendance, la Bastille mexicaine, tout à fait un emblème comme la place de la Concorde, l'obélisque, bien de chez nous. Et en fait, où l'empereur Maximilien a été exécuté, à Mexico, non, à Mexico, il a vécu au château de Chapultepec. À Tulum, c'est une site maya, Guanajuato, c'est beaucoup plus loin. Effectivement, c'est à Querétaro, la ville royale et la ville de la route des minéraux, on va l'appeler. Félicitations à tous, messieurs, dames. Ils ont C'était bien suivi, vraiment un hein? plaisir.
Oui, 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 c'était un vrai plaisir pouvoir se retrouver. On va se voir un jour. Je ne sais pas si en France ou au Mexique, mais moi j'étais assez content de vous avoir connu à travers Nous cette aussi, Ressus. D'ailleurs, on va grande passer aux partie. questions-réponses. Ils ont sûrement des questions pour toi. Ah bon? Et oui, Allez. c'est le moment des questions-réponses. Donc, si vous avez des questions pour Ressus, bah, n'hésitez pas, c'est le moment. Je voyais qu'il y avait, hop, on va mettre ta question, Léonard. Alors, Léonard, il avait une question pour toi. L'influence française au Mexique est-elle surtout visible dans la ville de Mexico ou également il y en a dans d'autres villes, régions qui ont eu beaucoup d'influence? Il y a d'autres villes et d'autres régions. Mexico, on l'a pris aujourd'hui comme un petit exemple, mais Mhm. nous, on peut voir l'influence autant vers Cuernavaca, Querétaro, Oaxaca et compagnie. C'est vraiment la culture française, elle est assez racinée dans le pays. D'accord. Du coup, c'est vraiment, c'est pas que à Mexico, c'est de manière générale, ça a vraiment influencé la culture globale mexicaine. Voilà. Pour vous Est-ce qu'on donner a une idée d'autres aussi, et questions? rappelez-vous de la bataille de Cameroun, que c'est pas loin de Puebla, Mhm. qui est aussi, c'est français, quoi. D'ailleurs, pour la bataille de Puebla, petite anecdote, tu en as parlé rapidement tout à l'heure, c'était une bataille vraiment incroyable pour les Mexicains parce qu'ils n'étaient pas du tout les favoris de gagner cette bataille puisque je crois qu'ils étaient 15 000 contre 39 000 Français, je me rappelle plus exactement des nombres, mais vraiment ils n'avaient aucune Ouais. chance de gagner et finalement ils ont gagné ce qui était à l'époque la meilleure armée du monde, non? Exactement, mais ils l'ont gagné parce qu'en fait, les 15 000 contre le 30 000 environ, ça a doublé le personnel. C'est que l'appel de peuple qui s'était fait, c'était par Saragossa en disant à la population complète, donc des paysans, des citoyens, des militaires, se sont multipliés et ils ont lutté avec des machettes, des fentes, des lance-pierres, de tout ce qu'ils pouvaient, tout ce qu'ils avaient à la main pour défendre précisément le territoire. Voilà. Ok. On a une question de Patricia qui nous dit qu'elle n'a pas très bien Ok. compris. Si tu peux réexpliquer un petit peu quand tu parlais, tu sais, du Rio Bravo et la révolte des années 40. Des années 40 à 1940, Il me semble que c'est, 1840. oui, Par 1840. contre, ah bah si c'est 1840, en fait, ils ont repoussé la frontière parce que le Mexique, il s'est allé jusqu'à la partie haute de Texas, Arizona, Californie et New Mexique. Et beaucoup plus haut, il y avait une rivière qui s'appelait Rio Nausa, qui est bien beaucoup plus haut dans l'Amérique du Nord. Et ils vont Mm. repousser la frontière pour arriver aujourd'hui à la fameuse rivière mythique appelée el Rio Grande ou el Rio Bravo. D'accord. Voilà. On a une autre question de Hélène qui nous demande si la mort est-elle perçue différemment entre le Mexique et la France. Elle pense notamment à la fête des morts au Mexique. Énormément. Il y a une festivité de mort pour nous. La mort n'a pas tout à fait la même vision pour les Français que pour les Mexicains. Chez nous, quand on dit on fait la fête de mort, c'est comment imaginer que vous allez faire une fête un anniversaire, par exemple. Vous Mhm. dites, voilà, qu'est-ce qu'on va faire? On va porter à manger, à boire, on pourra peut-être danser, chanter, etc. Sauf que nous, on les fait pour comme on appelle, pour- vraiment pour nos morts. Notre en fait, on parle de la mort, il y a quand même des réponses à niveau science, aujourd'hui appelée la thanatologie. Et il y a une règle. Une règle, c'est plus tu as conscience de la mort, plus tu auras conscience de la vie. C'est parce que le Mexicain n'a pas trop peur de la mort. Disons que la mort, il va la voir comme une conséquence naturelle de la vie. Mhm. Ce qui est vivant doit mourir. C'est pour ça qu'à période, quand il y avait des hommes qui entraient en combat, etc., il y a un proverbe nahuatl, que c'est la langue plus ancienne des Indiens, il disait de mourir. Et si moi je te dis que tu as commencé à mourir depuis que tu es né,
Donc, on prend conscience de la vie. D'accord. C'est super intéressant. Bon, on voit que ta connexion commence un petit peu à fatiguer Ressus, donc ça va être le moment pour nous de nous dire au revoir. On va montrer une petite vidéo. Bon, on a perdu Ressus. Voilà, c'est les aléas des visites virtuelles. Voilà, chacun chez nous, chacun confiné, donc on n'a pas forcément une très bonne connexion. Bon, heureusement qu'il avait dit au revoir plus tôt, finalement. Du coup, merci beaucoup à tous d'avoir participé. On va se laisser avec une jolie vidéo. Qui met bien en exergue la culture de la France et du Mexique et vraiment ces convergences. Donc vraiment, on adore cette vidéo. Elle est hyper émouvante. Donc c'est Querida Francia, ton ami le Mexique. Donc on vous invite à la regarder et quand ça sera la fin de la vidéo, ça sera la fin de cette visite virtuelle. Merci beaucoup d'avoir participé. On espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à attendre le fin du webinaire ou nous laisser des avis sur TripAdvisor. Ça nous aide vraiment en tant qu'agence de voyage. Donc, n'hésitez pas à nous laisser vos avis si vous avez été content et à en parler autour de vous. Voilà, donc merci beaucoup et on se retrouve demain pour les 3 grandes étapes de l'histoire du Mexique. À très bientôt. Merci à tous. Avec un grand plaisir, avec des pays si loin mais si proches. Un gros bisou à la France depuis le Mexique. Merci et à la prochaine peut-être. Bisous à tous. Merci Ressus. Bon fin d'après-midi, bonne soirée. Merci beaucoup Ressus, c'était génial. Ma chère France, nombreuses pages de mon histoire convergent avec des idées que vous savez favoriser. Et je sais que vous serez ravis de savoir jusqu'où elles sont allées, car vous les trouverez sur mes murs, dans mes rues et dans mes chansons. Elles portent ma touche personnelle, mais c'est vous qui les avez éveillées en moi. Vous êtes certainement un monde de bonnes idées, car vous avez traduit votre éminente gastronomie en une référence. Vous savez séduire le monde avec votre mode. Votre impressionnante culture nous a touchés. Nous admirons toujours votre magnifique architecture. Vos paroles ont été source d'inspiration pour nous et nous sommes tombés amoureux de vos chansons. Je sais que vous aimez aussi mes idées, car elles débordent de passion. Rares sont ceux qui apprécient mon surréalisme autant que vous. C'est pourquoi j'aimerais que vous veniez, que vous dansiez avec des têtes de mort, que vous écoutiez les mariachis, que vous embrassiez dans l'une de mes ruelles, que vous rencontriez mes amis, que vous tiriez des leçons de mes cultures vivantes, que vous soumiez les cafés et que vous savouriez le chocolat. J'aimerais que vous vous égariez sur mes routes sacrées et dans la jungle, que vous séjourniez dans une assiette historique, que vous dormiez au bord de la plage et que vous vous pariez de mes accessoires. Imaginez seulement jusqu'où nous arriverons ensemble. Je salue toutes vos connaissances sur mes groupes originaires. J'ai plaisir à voir que votre palais savoure mes plats exotiques et mes boissons fortes. J'apprécie que vous adoptiez mon style dans votre design. Je suis heureux que vous sachiez combien il est difficile de confectionner une robe entièrement à la main. Je suis ravie que vous admiriez la nature dans toute sa diversité. J'adore votre rapport à la nature et votre passion pour elle. J'aime que vous écriviez et que nous parlions. Continuez de susciter des idées, qu'elles ne finissent jamais, car je les apprécie énormément. Vive la France, vive le Mexique. Votre ami, le Mexique.